autre grand talent aussi sur les sujets de concision. On va parler avec eux de priorité de transformation pour notre industrie et j'accueille deux gentlemen, bien entendu, Nicolas Orance et Bruno Hugues de la Rose. Allez, venez monsieur, vous installer confortablement autour de ce manche debout. Ça va les photos, on est à jour? C'est bon? Ouais, plus ou moins. Allez, Nicolas Orance, directeur général d'Aresia, fraîchement Aresia, anciennement RAFO, équipementier de référence pour les systèmes d'emport, de délestage, les équipements électroniques embarqués, les systèmes d'entraînement pour les forces armées françaises et internationales et les équipements de mission pour l'aéronautique civile. Par ailleurs, et je me permets de le préciser, vous avez été président du pôle pendant 8 ans, ça nous ramène à quelques années tout ça, c'est pas si loin que ça, comme on ne va pas faire les anciens combattants. Bruno Hugues de la Rose, bien entendu, président directeur général de cette belle maison qu'est IDEA, logistique en vrac, transport, shipping, emballage. Vous êtes prestataire indépendant de supply chain industrielle. Vous avez été président du Club des 30, coprésident aujourd'hui de Territoire Industrie, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Pays de la Loire. Et vous avez été à l'initiative d'une très belle démarche qui s'appelait Troisième Révolution industrielle et agricole. Alors on va donner un petit coup d'œil quand même dans le rétroviseur, sans faire les anciens combattants, parce que cet événement, il faut le resituer, le restituer dans le sillage. On ne s'est pas gratté la tête avec les équipes de Laurent Manac, surtout, hein, qui se sont dit qu'est-ce qu'on va faire le 1er juin 2022 pour s'occuper. Cet événement, il prend lieu et place dans une dynamique du Grand Ouest où on est un peu pionnier, il faut le dire. Nicolas. Tu as raison Clément. Enfin, on n'est pas là par hasard en fait, aujourd'hui. On n'est pas là par hasard et on a l'habitude de dire souvent que le soleil se lève à l'ouest. Je ne veux pas faire le vieux con ou l'ancien combattant, mais si on regarde, il y a à peu près une quinzaine d'années, nous étions des précurseurs dans ce qu'on appelait l'industrie 4.0. Et on était vraiment avec des grosses locomotives de la région, hein, des CNS navals, Airbus, bien évidemment les chantiers de l'Atlantique et des belles ETI. Je pense à Europe Technologies, IDEA, Daher et d'autres sociétés comme les ACB. Et il y avait cette dynamique de développement d'un écosystème industriel. L'industriel en englobant en plus les centres de compétences, les centres de formation et toute la politique de territoire dont tu parlais tout à l'heure, avec un soutien extrêmement fort de la région. Et cette volonté nous a permis toujours d'avoir un coup d'avance. Un coup d'avance sur plutôt une logique de moyens. Une logique de moyens et pas forcément une logique de résultats. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on a tout de suite construit des technocampus, Composite, Océan, on a construit des dynamiques, des endroits, des robots, de la technologie de production. On a fait ça et on a développé à la fois au pôle EMC2, puis après à l'IRT Jules Verne en 2010. Et en fait, je dirais merci le Covid, parce qu'on a pris une grande claque et ça nous a tous arrêtés. Laurence en a parlé tout à l'heure. Et on s'est dit, mais pourquoi on fait ça? C'est audacieux de le dire, merci le Covid, mais pour autant, il y a eu des effets d'opportunité et des effets de levier. Absolument. C'est comme ça que tu donc c'est le why, en fait. Hein, on en a tous parlé, Pierrick en a parlé dans son introduction, Stéphane en a parlé, Laurence également, le why. Pourquoi on fait ça? Et en fait, ça nous a amené tout naturellement, début 2020, à se poser, à dire, on se met sur le côté, on regarde quel est l'intérêt de faire tout ça. Et ça nous a amené mécaniquement à la réflexion de mettre l'humain au cœur du dispositif, les hommes et les femmes dans l'industrie au cœur du dispositif, et ça nous a permis de générer et de commencer à réfléchir sur le manifeste. Et justement, ce manifeste qui a été donc rédigé, publié en juin 2020, en plein éclatement de cette crise sanitaire Covid, ça a été évoqué assez précisément et rappelé par Pierrick Pommelet tout à l'heure dans ces points-là. Bruno, je voudrais qu'on évoque aussi avec vous les effets directs de cette crise sanitaire. On les ressent encore aujourd'hui, évidemment conjugués avec des effets de cette crise géostratégique, géopolitique qu'on connaît, de la crise des composants, crise évidemment de l'énergie aujourd'hui plus que jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez souvent, en tout cas en ce moment, on vous entend une petite musique d'agilité robuste que nos chefs d'entreprise, dont nos chefs d'entreprise doivent faire preuve aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce qui ressemble à un oxymore, hein? Oui, alors je crois qu'effectivement, on est tous concernés par un sentiment d'impuissance par rapport à la succession d'événements qui viennent percuter notre fonctionnement classique. Et vous savez, l'impuissance peut entraîner l'inaction et l'inaction peut entraîner au cercueil. Excusez-moi de le dire comme ça, mais dans un monde qui est extrêmement réactif, c'est l'inaction qui est la mère de tous les vices. Et l'audace, au contraire, peut nous
Mais comment avoir des boussoles? Comment se repérer avec autant de changements si peu? Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir une vision long terme, dont on a dit, et je crois que Pierre l'a bien dit, elle ne pouvait être que collective. D'une part parce qu'elle est intergénérationnelle, et d'autre part parce que c'est des territoires entiers qui doivent muter pour donner une compétence. Que serait aujourd'hui la performance d'une entreprise si elle n'avait pas un dispositif de formation, un dispositif de recherche, des collaborateurs qui seraient au niveau? Donc on voit bien que, d'une part, on peut avoir cette tendance à être face à des craintes et au repli, et un dirigeant d'entreprise isolé est un dirigeant d'entreprise totalement en danger. C'est pour ça que les pôles, et en particulier MC2, ont eu à cœur de nous aider à nous sortir de la réflexion qui était un peu, je veux dire, atrophiante, si je puis dire. Bon. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? On a aussi une conception où l'industrie, dont on est aujourd'hui ici très fier dans ce territoire, et qui a été le salut de ce territoire. Je rappelle que Saint-Nazaire avait, il y a 25 ans, 23% de chômage. Le bassin de Saint-Nazaire. Hein, on est à la Baule, mais Laurence me pardonnera, le bassin de Saint-Nazaire avait 23% de chômage. Aujourd'hui, on est le territoire où le chômage s'est résorbé grâce à l'industrie. J'ai dit c'est pas le seul, mais c'est le territoire où la résorption du chômage par l'industrie était la plus forte de toute la France. C'est pour ça d'ailleurs que Territoire Industrie est pris en exemple par les pouvoirs publics. Et on a cherché à comprendre pourquoi. Et la première raison, c'est d'avoir été capable à la fois de définir une vision en commun, ça c'est vraiment capital, et d'autre part, d'avoir des fonctionnements collaboratifs où aucun de nous n'est sachant. Du coup, on s'écoute, et on peut écouter les signes faibles, et donc du coup on avance. Et là, on repère deux choses, la confiance et la capacité de faire une espérance. Et c'est là où j'évoquais ce propos par rapport à la question de Clément. On est passé d'une logique clairement industrielle dominante, type industrie automobile pour faire court, qui est le design to cost, à un design to agility. C'est un vrai sujet quand même. Parce que tout le monde a bien compris que quand on produit des voitures et qu'il manque la puce qui ne les permet pas de sortir et qu'on en stocke jusqu'à 1 an, pour certaines, sur un parc, c'est mortel pour la boîte qui les produit. Et donc ce design to agility, il intègre tous les sujets qu'on a à voir aujourd'hui. Les transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, environnementales au sens large terme, sociologiques, Laurence a insisté aussi sur le sujet, les aspects de nos jeunes aujourd'hui, dont l'inscription n'est jamais dans le temps long. Mais paradoxalement, chacun de nous ne veut pas s'inscrire sur un temps long nécessairement, en tout cas pour un jeune, mais doit intégrer un temps long. Et on l'évoquera tout à l'heure, ces infrastructures. Les infrastructures, tout à l'heure Pierre évoquait la durée de vie d'un sous-marin nucléaire, mais c'est vrai pour des routes, des trains, des aéroports, des dispositifs de formation, des dispositifs numériques aussi, et tout ceci électrique, tout ceci est un sujet majeur, absolument capital, qu'il faut aussi qu'on nous intégrions aujourd'hui dans la manière de créer une industrie responsable. Et notamment des aéroports, mon cher Bruno. Nicolas, c'était l'occasion. Nicolas, donc un mot là-dessus, parce que on viendra. Si on a le temps, on viendra là-dessus. Ouais, c'est pas ça, mais là c'est un coup bas. Hein. Oui, bon, d'accord. C'est vous qui en parlez. Nicolas, vous dites souvent aussi, j'aime bien cette expression, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Est-ce que le Covid décrète ça, la fin du... Et d'abord, lequel? Ça veut dire simplement que notre manière d'appréhender les sujets est fondamentalement différente. L'après-Covid, on ne va pas retourner dans une grotte. Hein. On est en train de changer complètement de paradigme. On va avoir plus de 60% dans 15 ans dans nos entreprises qui seront des gens qui auront moins de 30 ans. Donc on est en train complètement de chambouler la manière d'appréhender les sujets. Une usine, une industrie, ce n'est pas une famille. On a envie que ça soit une famille, ce n'est pas une famille. Les nouvelles générations, les millennials, ne travaillent pas comme ça. On est dans une logique de click and collect. On est dans une logique où il faudra qu'on aille très vite, très fort. Donc la formation va être très importante. On est en train de changer. Les 5 axes, les 5 verticales du manifeste, on n'aurait jamais imaginé écrire ces 5 verticales en 2019. Impossible. L'humain, la santé, l'économie circulaire, tout ça, c'est complètement nouveau. Et maintenant, même dans nos gènes, même dans notre manière de fonctionner, on pense à ces impacts. Et donc, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. On est dans un nouveau monde de diversity, où il faut qu'on accélère, d'écoute, de sensibilité. Il n'y a plus de signaux faibles. Il faut miser sur nos forces et pas sur nos points faibles. En 2019, on nous disait, les managers des années 80 disaient « Travaillez vos points faibles ». Ben, c'est nul. Il faut travailler nos points forts.
Et donc ici, dans ce territoire, la dynamique du pôle, la dynamique de l'IRT et tout l'écosystème, on travaille sur nos points forts. Bon, alors justement, cette culture de la confiance que vous évoquiez, qui est aussi le point fort des entreprises, même effectivement, il faut travailler à cette transmission quand même de culture quand on accueille les nouvelles générations. Malgré tout, ça veut dire quoi, Bruno, que les entreprises qui ont travaillé sur ce sujet de la confiance sont plus résilientes dans ces périodes de grandes secousses, de gros temps qu'on vit pour le moment? Moi, je crois que c'est comme toujours, les crises, on ne peut pas les prévoir, mais on peut prévoir plusieurs scénarios à froid, pour qu'on ait un peu plus d'éléments de réflexion à chaud au moment où la crise se passe. Vous savez, quand la première crise pétrolière s'est passée, moi c'est un cas qui m'a beaucoup marqué, il y avait un fils de famille bien né d'un des actionnaires de Shell qui était assez brillant et il ne savait pas quoi en faire. Bon, et il fallait qu'il fasse un parcours André. Et il y a la direction de Shell Europe, c'était Vulpian à l'époque, qui avait dit mais on va lui faire réfléchir au cas où le pétrole fait x10. C'était capital. Quand la crise pétrolière est arrivée, Shell est l'entreprise qui a la régie la plus vite, et on vous a donné en milliards de dollars de résultats. Eh bien, c'est très simple comme exemple, mais ça parle à beaucoup de gens. C'est-à-dire, est-ce que chez nous, on a identifié la cartographie des risques, des opportunités, des potentialités? Comment on y bosse? Qui fait-on bosser? Des sachants de l'ancien monde? Ou des jeunes qui vont nous provoquer sur l'IA, par exemple? Et alors nous venons de faire chez IDEA une expérience assez étonnante. On avait fait des hackathons pour travailler sur le plan stratégique à 5 ans, et on s'est dit finalement comment on peut avancer sur les termes qui sont sortis de la bouche des différents managers du groupe en disant il faut qu'on s'occupe de ça, dont l'IA. Et on s'est regardé avec l'équipe de direction en disant c'est embêtant parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui sait de quoi il parle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors on a appelé un vieux copain qui était aux États-Unis en Silicon Valley, qui est un prof de l'IA, et qui nous a dit mais il faut mettre des ninjas. Alors on dit c'est quoi les ninjas? Eh bien c'est des gars, et j'en ai un dans la salle, là, Jean-Baptiste est là, c'est des gars qui savent pas, qui sont passionnés par le système, peu importe le niveau hiérarchique, peu importe le truc, mais qui vont essayer de comprendre ce qu'ils peuvent en faire, eux, qui aura du sens dans l'entreprise. Elle me dit 2 conditions, ils dépendent de personne sauf de moi, aux États-Unis, et 2, tu dis oui au budget. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas aller très loin, mais on en parlait avec Nicolas. On est dans une situation aujourd'hui où des choses comme ça sont à faire. Alors, est-ce que nos dirigeants sur le territoire, Bruno, et les organisations, les process managériaux notamment, sont prêts pour ça? Eh bien oui, sinon ils vont mourir. Non, mais il faut la volonté, il faut la culture. Mais personne n'a envie de mourir. Donc quand on a quelqu'un... Non mais honnêtement, puis en plus, ça peut être sympa en plus, alors on va s'en priver. Mais quand on a quelqu'un qui aujourd'hui dit l'inaction, je reprends cet axiome qui est terrible, hein, l'inaction est proche du cercueil, alors on dit c'est un peu sordide, mais oui, mais quand même. On est obligé d'agir. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire une différence entre le complexe et le compliqué. Alors ça, ceux qui le connaissent, c'est un adage que Gilles Le Cardinal a très bien travaillé. Lui, il est à la fois philosophe et scientifique, en créant l'Université de Compiègne. Le compliqué, c'est quelque chose qui se traite par un expert. Le complexe, par un collectif. Si vous traitez le compliqué par un collège d'experts, ça fait une commission, généralement, ça finit pas très bien, on a des tas de trucs, etc. Bon. Si vous faites le contraire, si vous demandez à un collège d'experts de traiter une situation complexe, oh là là, chacun sera convaincu que dans sa discipline, il a la vérité, et vous n'arrivez pas à un consensus. Et l'art d'une entreprise aujourd'hui, surtout industrielle, c'est de faire travailler les experts là où ils doivent travailler, et les organisations collégiales et collectives multiples. C'est bien d'avoir des regards d'experts de direction, et puis à côté des conseils scientifiques, capables de travailler ensemble. Et ça, aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être des chefs d'experts collectifs. C'est compliqué ça. Hein. Bon, avant de donner la parole à Nicolas, Bruno, ça veut dire donc gérer du multiple et du complexe, je l'ai bien compris, faire du et plutôt que du ou. Arrêter d'opposer. C'est un sujet de responsabilité. D'abord, c'est un sujet. C'est un mot présidentiel, mais c'est vrai. Alors, rapidement, quelques secondes là-dessus. Ça veut dire qu'on doit se mettre dans ce paradigme-là aujourd'hui? Mais bien sûr. Qui aujourd'hui n'est pas à la fois entrepreneur ou acteur dans l'entreprise et citoyen, et papa, fils de, frère, etc. On est tous comme ça. On a tous envie que ce monde soit un monde qui accueille nos enfants, qui les aide à grandir. Bon, et donc, on est obligé de faire du « et ». On ne peut pas tout jeter à la poubelle, parce que je pense que c'est catastrophique. D'abord, la France est quand même un très beau pays qui est la résultante de toute son histoire, c'est nos racines. Quelles sont nos ailes?
Et les ailes, elles ne peuvent pas être qu'individuelles. Moi, un des sondages qui m'a fait le plus mal dans ma vie, c'est un truc que j'ai vu il y a une quinzaine d'années, c'est pour ça qu'on a lancé la 3e révolution industrielle agricole en Pays de Loire, c'est que quand on prenait 3 valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, plus de 80% des gens disaient en numéro 1 absolu la liberté, le reste, bullshit. C'est dramatique. C'est dramatique, ça. Parce qu'au nom de la liberté, on fait l'individualisme, etc. Donc ce qu'on a obligé de faire, c'est de créer du cœur. Et il faut rendre les gens acteurs. Parce que les gens qui ne veulent plus être spectateurs, donc si on ne leur permet pas d'être acteurs, bah, ils vont ailleurs. Nicolas, justement, dans ce sillage et de ces propos engagés, évidemment, de Bruno, mais on s'y attendait, à quoi vous êtes attentif là, à Ride, à ce qu'on va évoquer aujourd'hui? Je sais que vous gardez un œil hyper bienveillant sur ce qui se joue sur le territoire depuis votre pari, mais à quoi vous êtes attentif là on peut plus facilement changer le futur que le passé déjà. Donc déjà, c'est la base. Et je suis je suis assez bienveillant et exigeant. Et moi, ce que j'attends de Ride, c'est pas uniquement les 79 sociétés qui ont signé le manifeste. C'est une fois qu'on a compris, on a pris un électrochoc. Merci Laurent d'avoir coordonné tout ça aujourd'hui. Rendez-vous dans un an pour qu'on voit des résultats. Voilà. Speak with data, c'est le bon sens paysan, hein. C'est ce qu'on a voulu. Ce jeu à la nantaise nous a permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui. On n'est pas là par hasard, je l'ai dit en introduction. Maintenant, born to be right, Mr. Manac. Voilà, le jeu à la nantaise et le BSP pour le bon sens paysan. Nicolas Orense, Bruno Hugues de la Rose, on peut les applaudir tous les deux.